Bienvenue dans la semaine dans le monde. J'ai le plaisir de recevoir en plateau ce soir 4 journalistes avec qui on va essayer d'analyser, de décrypter un petit peu les grands titres de l'actualité de la semaine. Ana Navarro-Pedro, qui est journaliste à la revue portugaise Visao. Aussi Ziad Limam, qui est directeur du mensuel Afrique Magazine. Ainsi qu'Anthony Bélanger, chef des informations du Courrier International. Et Dimitri Friedman, qui est journaliste à l'essentiel des relations internationales. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on va commencer par les marchés, puisqu'ils s'imposent encore une fois. Une journée où, pendant un petit moment, les choses avaient l'air de s'améliorer un petit peu, mais termine encore une fois à la baisse. Anthony Bélanger, on est un petit peu comme en 2008, où les marchés vont tellement mal qu'ils s'imposent en première page. C'est la une de l'actualité de cette semaine. La différence en 2008, c'est qu'on comprenait à peu près quelque chose. C'est-à-dire en 2008, il y avait une crise, il y avait une bulle spéculative, on avait déjà connu ça plusieurs fois. On voit bien qu'il avait éclaté. On avait vu ça avec Internet, la bulle Internet. Puis c'était une nouvelle bulle, alors, un petit peu plus compliquée à expliquer, mais enfin on voyait bien. Puis ça concernait l'immobilier en grande partie. Ça a fini par traverser l'Atlantique. Les marchés se sont effondrés. Tout ça restait à peu près cohérent. Là, je défie quiconque, enfin de non-spécialistes en tout cas, d'expliquer pourquoi est-ce que la bourse de Paris baisse depuis 10 jours, alors qu'au fond, que ce soit par exemple pour l'économie espagnole, on nous dit que ce sont ces grandes économies européennes qui petit à petit sont entraînées dans la crise de la dette. Mais enfin, quand on regarde objectivement ces grandes économies, l'économie espagnole a des difficultés, mais enfin, en l'occurrence, sa dette est moins importante que la dette française en pourcentage du PIB. Le budget espagnol est mieux équilibré que le budget français, puisqu'ils sont à 2,5% de déficit, nous en sommes à presque 7%. On a du mal à comprendre pourquoi. Vous voyez, donc on a de plus en plus de mal à expliquer pourquoi est-ce que ces boursiers se font si peur, alors qu'au fond, nos économies ne sont pas si gravement atteintes que ça. On l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, des mouvements injustifiés et incompréhensibles. C'est vrai qu'on a du mal finalement à suivre pourquoi les choses vont aussi mal, hein, Dimitri Friedman. Oui, mais on peut quand même expliquer cette peur. Bien sûr. Ne serait-ce que parce que les investisseurs ont peur de que la crise de la dette américaine déteigne sur l'Europe. Il suffit que la dette américaine augmente et le deuxième choc ne sera pas supportable par les entre les mains de gens qui ont si peur. Mais il y a des réalités. Les investisseurs ont peur, les boursiers ont peur. Calmez-les. Il y a quand même des réalités objectives. Les marchés sont pas aussi irrationnels que ça, puisqu'ils sont faits de gens comme vous et moi et de gens qui sont aussi des spéculateurs professionnels ou des banquiers professionnels. Il y a quand même il y a un trou, il y a du rouge, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on consomme de l'argent qui n'existe pas, que les États renflouent des banques avec de l'argent que vous et moi, on va payer pendant les 50 000 ans qui viennent. Et quand les Américains ont 14 000 milliards de dollars et qu'ils disent on va faire 15 000 milliards de dollars et puis on va faire 16 000 milliards de dollars, c'est normal que ça panique. Donc ce qu'il y avait dans le secteur privé en 2008 a été transféré massivement vers le secteur public. On est bien d'accord. Et on a dit aux États, vous payez la facture. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les États, ils vont la payer jusqu'à quand, cette facture? Donc ça crée du stress. Et là, le mois d'août, en plus, vous savez, les théories sur le mois d'août, c'est le mois des guerres, c'est le mois des crashs. Enfin, il se passe toujours quelque chose de cataclysmique au mois d'août. Les journalistes, les gens se méfient beaucoup du mois d'août. Non, les gens sont prêts à partir en disant, mon Dieu, est-ce que tout va pas péter? Et moi, j'ai des amis dans les banques, par exemple, à qui on a dit, vous ne bougez pas. Vous restez à Paris, ou vous restez à Londres, ou vous restez, en tous les cas, à 10 km du siège. Parce qu'il y a une espèce d'irrationalité, mais qui est liée aussi quand même à quelque chose d'un peu... concret. Il y a une rationalité, il y a une peur qui est un peu une peur d'hystérie sur les marchés. C'est vrai aussi qu'une partie de la dette a été transférée aux banques et que les banques sont, par mauvaise gestion, sont en train de se décharger de toute cette mauvaise gestion vers les États souverains. Nous sommes en train de payer, nous, citoyens et les populations d'Europe, nous sommes en train de payer une très mauvaise gestion de banques privées et nous sommes en train de payer le manque de courage de nos politiciens. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que le politique prenne le dessus et qu'ils disent on arrête ça. Nos politiciens, on a l'impression que c'est des pauvres gens sur un radeau dans un océan entouré de, vous savez, des nageoires, des requins qui sont là tout autour, qui s'approchent. Bah, ces requins-là, à un moment donné, on les chasse à la dynamite. D'ailleurs, on a l'impression de les entendre de façon de plus en plus désespérée, essayer de se faire entendre. On peut écouter Olli Rehn, qui est le commissaire européen aux affaires économiques, qui tentait de se faire entendre ce matin pour essayer de rassurer les marchés. Je vous propose de l'écouter. Vous devez vous rappeler qu'il y a 2 semaines, les leaders de la zone euro ont réaffirmé leur engagement à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité financière de la zone euro et de ses États membres. La volonté politique de défendre l'euro ne doit pas être sous-estimée.
Depuis le début de la crise, les leaders de la zone euro ont toujours prouvé qu'ils pourraient prendre les décisions nécessaires, et ce, dans un contexte qui ne cesse d'évoluer. Je vais juste dire une petite chose. On parle tous de la dette, disant que c'est terrible, c'est horrible. Mais d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Il est normal que les États s'endettent. Et d'une façon générale, les États ne payent jamais leur dette. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'immédiatement, quand une dette arrive à échéance, elle est immédiatement refinancée par une nouvelle émission de dette. Donc les États ne payent pas véritablement de dette, ils payent essentiellement la charge de la dette, c'est-à-dire cette partie, les taux d'intérêt, grosso modo. Ce qui est grave en ce moment avec l'Espagne et l'Italie, c'est que deux pays fondateurs de l'Union européenne, enfin pas l'Espagne, mais en tout cas l'Italie, des économies très importantes, ce sont des économies à plus de 1000 milliards de dollars, c'est le cas de l'Espagne, et puis bien entendu de l'Italie, sont en train de payer des surcoûts quant à leur dette qui rendent le poids, non pas de la dette, mais de l'intérêt ou de la charge de la dette, l'intérêt qu'on paye au fond aux gens qui vous ont prêté de l'argent, pas insupportable, mais de plus en plus cher. Voilà. Insupportable, vous pouvez dire, pour ceux qui doivent le payer. Mais dans le temps ancien, c'est vrai, les rois s'endettaient, endettaient l'État, arrivait à un moment donné insoutenable de paiement des dettes, mais non, on arrêtait le créancier, on lui coupait la tête, ou on le mettait dans une geôle dont on ne le voyait plus jamais. Il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, excusez-moi, j'en finis rapidement, il y a quelque chose de cet ordre-là à faire aujourd'hui. Je pense que c'était un politicien français qui disait qu'il faut faire changer la peur de Caen. Il faut faire changer la peur de Caen aujourd'hui, par l'action politique. Il n'y a pas qu'une crise financière, aussi les gens sont un petit peu obnubilés par la bourse, mais on voit très bien qu'il y a une très forte crise sociale. Les mouvements des indignés, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui bouge dans ces sociétés où les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, que ce soit à cause des impôts, que ce soit à cause des bas salaires, que ce soit à cause de tout un système. On voit que des gens qu'on pensait totalement privilégiés entre guillemets, qu'en Israël, il y a des mouvements sociaux incroyables qu'on n'en a jamais vus depuis 20 ans. C'est parce qu'Israël, personne ne s'est jamais occupé de la société civile. Il y avait une organisation économique il y a 25 ans qui petit à petit a été remplacée par une autre organisation économique et les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc il ne faut pas négliger aussi dans le stress actuel le fait que socialement ça se passe pas bien, que les gens ne se sentent pas bien, ils sont pas heureux, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le poids sur les classes moyennes est très fort, et donc ça aussi ça participe du mouvement de stress. Non, mais je crois que le problème n'est pas uniquement au niveau des gens, il est au niveau macroéconomique. Vous avez la seule solution qui serait à peu près potable, ce serait la relance de la croissance. Or, aux États-Unis, vous avez un taux de chômage qui est de 9,2%, quelque chose comme ça. Vous avez une croissance qui est de 1,3%, donc il est impossible de relancer la croissance aux États-Unis, donc la croissance mondiale. En plus, si vous voulez, je termine. En plus, les États-Unis dépendent pour une partie de leur dette à hauteur de 24%, je crois, des Chinois. Donc ils pourraient essayer de relancer leur croissance avec les exportations. Malheureusement, le yuan est complètement sous-évalué. Pour n'importe quel État aujourd'hui de relancer son économie dans la conjoncture spéculative que nous vivons en ce moment. Il faut pouvoir donner un coup d'arrêt à cette boule de neige spéculative pour pouvoir prendre des mesures. Et c'est vrai, on doit assainir les comptes publics, c'est vrai, on doit réduire la dette. Mais c'est vrai que c'est impossible à faire dans cette conjoncture extrêmement spéculative. On a oublié que c'est quelques recettes très simples. La morale, les marchés ignorent la morale. C'est incroyable comme on est tous contraints par les mêmes histoires. Prenons un exemple très simple. Vous savez qu'il y a un moyen très simple de réduire la dette. Ça s'appelle l'inflation. Il suffirait du jour au lendemain qu'on soit un peu moins monétariste, qu'on décide de passer de 1 à 5% d'inflation, et ces taux d'intérêt qu'on demande à l'Espagne ou le Portugal seraient immédiatement mangés par l'inflation. On l'a fait pendant des années. Ça a été les 30 Glorieuses n'ont été que ça. Attendez, les 30 Glorieuses, c'était ça. C'était comment le salaire suivait l'inflation, comment l'inflation mangeait les taux d'intérêt, et comment au fond une génération entière s'est enrichie. Aujourd'hui, c'est absolument interdit. Deuxième chose, je rappelle qu'en 1981, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, en France en tout cas, on a fait ce qu'on appelle le contrôle des changes. Mais oui, des recettes qu'on a complètement oubliées en disant « Ah, quelle horreur, mon Dieu !» Des choses qu'on a faites pendant des années en France. Mais tout ça, c'est un discours très anti-euro, très anti-maastrichtien. Pourquoi pas? Non. La réalité, c'est que l'euro existe, Maastricht existe, et que c'est difficile. Il n'y a pas, c'est pas Caribe en Scylla. Je suis désolé, l'euro existe et je m'en réjouis. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit sortir de l'euro. Mais par contre, on pourrait, au travers de l'euro, par exemple, faire une chose aussi communiste que racheter des bons
du Trésor italien ou espagnol. Non, c'est une des raisons pour lesquelles la bourse a paniqué hier, c'est justement parce que M. Trichet, avec sa bouche pincée, a dit non, peut-être pas tout de suite, peut-être pas maintenant. Et donc, grosso modo, il y a des moyens de rétorsion massive dans le cadre de l'euro qu'on peut mettre en place, conseillé par beaucoup d'économistes, qui consiste à racheter des bons, par exemple. C'est pas de la rétorsion. Non, c'est de la. C'est pas de la rétorsion, c'est libérer les banques de bons. Parce que c'est exactement. Ça rassure au contraire les marchés. Ben, visiblement pas assez, puisque M. Trichet a vaguement essayé de le faire hier, et puis il n'y est pas arrivé, il ne l'a pas dit assez fort. Et il n'y aurait pas ça, il y a aussi la solution des eurobonds. Il n'y a pas plus européen et plus europhile que quelqu'un qui propose des eurobonds. C'est aujourd'hui impossible. Mais visiblement, c'est vers cela qu'on se dirige tout de même. On commence à parler de cette idée d'obligation européenne. Mais il n'y a pas une solution qui serait déjà plus simple, c'est que le premier débiteur de la planète se comporte un peu mieux et envoie des signaux un peu plus forts au reste du monde. Parce que là, on est en train de dire les Européens, c'est catastrophique, blablabla, il faut faire ceci, il faut faire ça. Non, je ne parle pas de vous, je parle de manière générale. On est obsédé par l'euro. On s'aperçoit que les chiffres sont mauvais, mais ne sont pas cataclysmiques. On s'aperçoit que les endettements sont mauvais, mais pas cataclysmiques. Et on est tous tenus par un géant qui a 7 heures d'avion, qui lui fait absolument n'importe quoi sur le plan macroéconomique depuis 25 ans. Je sens que vous parlez des États-Unis, s'endette en faisant payer la facture à d'autres, émet une monnaie qui est une monnaie de référence qui lui permet de faire exactement ce qu'il veut quand il veut. Et on sent bien que la nervosité aussi, c'est quand on voit que le système politique américain n'est plus capable de gérer cette machine, n'est plus capable de se mettre d'accord. Oui, mais au moins leur classe politique ne donne pas des signes aussi nerveux de désaccord qui font que tout le reste... Ce n'est pas la première fois, ça. Oui, mais là, on est quand même à un an d'une élection. On est à un an d'une élection, donc on peut imaginer aussi que ça va être paralysé pendant un certain temps. Non, mais on va pas, je ne vais pas défendre les États-Unis, mais d'abord, vous dites que ce n'est plus un géant, ça, c'est vous prenez vos rêves pour des réalités. Ça, les États-Unis, c'est quand même encore un tiers de l'économie mondiale. Les 15 000 milliards de dollars, ils les produisent chaque année. Le fait qu'ils aient une monnaie de réserve. Ils les prennent sur nous. Ils n'ont pas le pouvoir de régenter complètement la planète au ils niveau n'ont économique. jamais vraiment eu. Même au meilleur de leur forme, ils ont quand même dû envoyer des soldats à droite à gauche pour des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec eux. Et puis par ailleurs, vous parlez de la dette américaine. Ils ont effectivement la monnaie de référence. Mais quand nous l'avions, la monnaie de référence, je parle par exemple de la livre sterling, est-ce que vous croyez qu'on s'est comporté autrement? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un... J'étais à peine né, donc... Il y a des tas de livres pour expliquer comment la livre sterling s'est comportée d'une manière impérialiste en faisant exactement ce que... Entre-temps, c'est moins une économie coloniale, c'est plus une économie globalisée. Nos intérêts sont plus connectés. Les livres vous racontent aussi que ce n'est ni la première mondialisation, ni la première globalisation. Il y a la première globalisation, c'était justement celle-là, celle de la livre sterling et de l'Empire britannique. Eh bien, nous sommes exactement dans le même genre de choses. Les Américains ont la monnaie de référence, peuvent émettre de la dette dans leur monnaie, c'est-à-dire en fait en émettre quand ils veulent et la repayer quand ils veulent. Ils payent des taux d'intérêt de 0,25% sur 2 ans, ce qui n'est rien. Et donc pourquoi voudriez-vous qu'ils se comportent autrement? Résultat, ils ont 9% de chômage, ils ont 0,2% de croissance. Ils sont plus capables de financer leur guerre, ils les perdent toutes d'ailleurs. C'est vrai. Depuis 20 ans. Ça leur coûte une fortune. 5 000 milliards de dollars. On protège les riches de ce pays en leur disant qu'ils sont absolument essentiels, donc ils ne payent pas d'impôts, ce qui est une aberration. Nous sommes européens. Il y a un moment où les Américains, il va falloir qu'ils rentrent dans la réalité aussi. On ne paye pas le prix du baril de pétrole, enfin le 25 litres d'essence, rien dans le monde aujourd'hui. Il faut le payer. Il faut que les gens les plus riches... Vous avez des solutions européennes pour les Américains, c'est justement le genre de solutions que les Américains détestent. Oui, mais je veux bien revenir à justement la crise de l'euro. Le problème, il est quand même ici. Le problème, il est que si les investisseurs sont nerveux, c'est parce qu'ils savent très bien que si l'Europe doit soutenir la Grèce, le Portugal, Chypre et l'Irlande, cela représente 6% du produit intérieur brut européen. Mais s'ils doivent soutenir l'Espagne et l'Italie, cela représente 30% du produit intérieur brut européen. Et ça, c'est pas possible. Mais pourquoi devrait-il soutenir l'Italie et l'Espagne, puisque leurs économies, leurs fondamentaux sont plus solides que ceux de la France, par exemple? L'Italie est endettée à 140% de son produit. Une bonne partie de sa dette publique est entre les mains des Italiens eux-mêmes, dans l'épargne des Italiens eux-mêmes. Donc, il y a, je me répète, mais il y a vraiment une poussée spéculative derrière cela, parce que les taux d'intérêt vont augmenter à un point extraordinaire, que ça va être soutenu par la Banque Centrale Européenne, et les banques vont se faire des tiroirs-caisses en or avec des taux d'intérêt prohibitifs. Je ne vois pas la poussée spéculative comme une stratégie concertée. Concertée. En plus, c'est plus un stress, une nervosité
Il ne s'agit pas de l'attitude de George Soros quand il a spéculé contre la Malaisie. Ou la livre sterling. Non, il ne s'agit pas d'une manœuvre concertée, il s'agit d'avidité, en effet. Non, ce que je pense, c'est vrai, de peur, ce qui est toujours un peu embêtant de se laisser aller à la peur, et c'est vrai qu'on voit tous les marchés financiers comme une espèce de personnes moutonnières qui vont tous ensemble vers le précipice. Non, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment un problème européen. C'est-à-dire que grosso modo, on le dit tous, on a créé une monnaie, l'euro, auquel on tient, et on n'a pas forcément créé les mécanismes pour répondre à l'urgence. Or, on sait par exemple ce qu'il faudrait faire, on sait que ces eurobonds permettraient de mutualiser le risque, on sait que si la Banque centrale... Mais ça va venir, mais vous comprenez, le problème, c'est que les politiques finalement sont en retard des marchés, et que nous nous rendons, comme en 2008, que nous sommes à la merci des marchés. Et pas au rythme lent de l'adoption par les parlements des instruments nécessaires. Ce qui manque, c'est la cohésion aussi, la gouvernance, on en parle depuis des mois. Vous avez raison. Ça finira un jour ou l'autre par venir parce que ça s'imposera au gouvernement en termes de sécurité financière. Il vaudra mieux qu'ils aient un instrument de gestion collectif du budget, de toutes ces choses qui permettent de stabiliser une monnaie. Et puis, ils sont bien conscients, quand même, tous ces pays très riches comme la France, l'Allemagne, etc., que l'euro, ça leur donne aussi des clients qui ont un pouvoir d'achat. Les Portugais, les Grecs, les Espagnols, etc., qui étaient des soi-disant petites économies il y a 20 ou 30 ans, ça a donné un formidable pouvoir d'achat. Les exportations allemandes, elles vont où à 80%? L'Allemagne est riche de quoi? Elle est riche de ses clients européens, et en particulier de l'Europe du Sud et de l'Europe centrale qui est devenue... Donc tout ça, je trouve que c'est assez complexe. C'est en train de se faire. Le problème, c'est qu'il y a trop de déséquilibre en ce moment, et donc ça stresse les gens qui ont de l'argent et qui se disent on va le perdre. Et donc ils réagissent, comme vous disiez, en Angleterre du 19e siècle, au Moyen-Âge, c'est toujours le même phénomène. Il y a une perte de confiance dans le système. Les parlements sont lents, ces instruments financiers se discutent. 6 septembre, les Grecs ont dit, si vous pouvez vous presser un petit peu. C'est une éternité pour un investisseur du trésor italien et qui se demande si vous pouvez pas le vendre. Il y a aussi, on a l'impression, un phénomène de choc. Comme en 2008, les gens se sont rendus compte que finalement, il y avait des instruments qui ne valaient rien, on se rend compte maintenant que des pays entiers peuvent être en défaut de paiement. Et c'est une espèce de réalisation qui met une peur dans les marchés. C'est déjà arrivé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a oublié, mais plus récemment, un très grand pays a fait un default, c'est l'Argentine. Littéralement, c'est pas la première fois qu'il y a des défauts. Le problème, c'est que là, s'il y a un qui fait défaut, tous ses cousins de la zone euro perdent de la crédibilité. Donc, ils sont obligés de le tenir sans se ruiner en le tenant. Excusez-moi, mais la Grèce a fait défaut, là. On peut le dire carrément. Elle est techniquement... On s'est un petit peu arrangé avec les ballons, on a mis ça dans les coins. Enfin, grosso modo, la Grèce a fait défaut. Comme on a donné la garantie, l'Europe, euro a dit on paye, c'est un défaut qui a... Oui, mais en même temps, dans le cas du Portugal, on a vu à chaque fois que le Portugal a lancé des bons du Trésor sur le marché, donc il a fait un emprunt sur le marché, les marchés financiers, à chaque fois, la demande a été 2 fois supérieure à l'offre. Donc, où était la panique? Où était la peur? Où il n'y ait pas qui ne trouve pas de preneur de ces émissions d'obligations du Trésor. Donc voilà. Excusez-moi, mais moi, vous me proposez un bon du Trésor portugais en ce moment. Non seulement je l'achète, mais je l'achète, on en achète 2. Parce qu'il me rapporte 14%. Absolument. Donc c'est dans un État européen, il ne faut pas être totalement... Donc le problème du taux d'intérêt par le Portugal, c'est que à partir d'un certain niveau de notation par les agences, toutes les entreprises qui ont investi sur les bons du Trésor portugais en disant voilà, c'est un investissement sûr, doivent s'en débarrasser. Donc ça fait beaucoup de bons portugais sur le marché, donc ça fait grimper les taux. Mais cela dit, moi, c'est effectivement, si vous en avez dans la poche, je vous l'achète. Sur ce, on fera les négociations, ça suivra, et on se retrouvera, on va faire une petite pause, on va se retrouver très rapidement pour se tourner vers la Syrie, donc laisser les marchés un instant et se concentrer sur ce qui s'est passé cette semaine en Syrie.